À qui nous pouvons confier la gestion de la chose publique? Partout à travers le monde, cette question détermine le développement, l'épanouissement, si vous voulez, la croissance d'un État. C'est le respect que l'État accorde ou l'attention que l'État accorde aux finances de la République. Parce que c'est avec ces finances que l'on construit des ponts, c'est avec cet argent que l'on construit des routes qui apportent après le développement, des hôpitaux, des écoles, la paye. Tout tourne autour de l'argent de l'État. Mais comment gérer cette question de l'argent de l'État? Ou alors, à qui l'on doit confier cette mission de la gestion de l'argent de l'État? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui autour de cette émission. Au cours de cette émission, nous allons évoquer des questions comme la corruption, des questions sur le marché public peut-être. On en parlera sur le financement, sur le contrôle des finances. Vous entendez certainement parler de l'IGF. Est-ce qu'il faudrait multiplier des organes comme ça? Vous entendez parler de la Cour des comptes, ses limites et tout le reste, on en parle. Est-ce qu'il faut-il avoir un parquet financier? Il y en a d'autres qui parlent même de la brigade financière. Faut-il avoir toutes ces choses? Eh bien, on en parlera tout de suite. Eh bien, on en parlera aussi de la, on va dire un peu de comparaison avec des pays qui ont déjà excellé sur la matière. La France, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis. Comment ils font pour organiser la question de l'argent, les taxes, les impôts et tout. Bref, on va véritablement étudier la question de l'argent avec un expert de la question. Je reçois pour la deuxième fois Maître Madoukou Alpha. Il est expert et chercheur en mines, dans les questions des mines, mais aussi dans des questions de lutte contre la corruption, la bonne gouvernance. On en parle avec lui. Il a épaté beaucoup de gens la fois passée. Et espérons qu'aujourd'hui, on va encore garder les caps. Maître Madoukou, comment allez-vous? Je vais bien, messieurs les journalistes. C'est encore un plaisir. Alors, quelle est la part que vous accordez aux finances publiques dans un État? Oui, vous savez, les finances publiques occupent une place centrale dans le fonctionnement de l'État. Parce que c'est grâce aux finances publiques à travers ces deux piliers, ressources, charges, qu'on peut parler du budget de l'État. Donc, il faut que les finances publiques soient gérées de manière efficiente, de manière orthodoxe et de manière rationnelle, pour que le citoyen puisse également sentir les incidences directes ou indirectes de cette gestion en termes d'interventionnisme de l'État. Comment ça s'organise d'abord dans des pays sérieux? Est-ce que vous avez une sorte de schéma? Comment ça s'organise du premier contribuable à l'affectation de l'argent, à la canalisation de l'argent et aux organes de contrôle? Comment ça se passe? Oui, alors comment ça s'organise d'abord? Oui, alors les finances publiques s'organisent à travers des textes, justement. Il y a des organes, des services mobilisateurs comme chez nous qui sont chargés justement de recouvrer les prélèvements obligatoires et facultatifs et de les canaliser dans les comptes généraux du Trésor. À ce moment-là, ils font des vérifications après déclaration et il y a des organes de contrôle qui interviennent. Mais de plus en plus, il y a la question qui se pose parce que les citoyens qui s'acquittent des impôts, et je vous rappelle qu'en matière d'impôts, la contrepartie n'est pas déterminée. Mais pour que les citoyens soient incités à s'acquitter de leurs charges fiscales, ils demandent quand même des comptes aux gestionnaires publics. C'est pour cela qu'il est apparu en droit public français une notion de plus en plus de la transparence publique ou la probité des gestionnaires publics. Ils sont dans une dimension préventive, ils sont allés au-delà des questions de lutte contre la corruption, donc des questions purement répressives et curatives, pour aller dans une dimension préventive. Comment? Ils ont instauré ce qu'on appelle la déclaration du patrimoine et d'intérêt de tous les responsables publics, de tous les gestionnaires publics ou de tout agent public. Nous l'avons chez nous aussi. Nous l'avons chez nous. Article 99 de la Constitution. Article 99 de la Constitution. La Cour constitutionnelle exerce une compétence gracieuse lorsqu'elle reçoit la déclaration certifiée sur l'honneur sincère et exact du président de la République et des membres des premiers ministres et des membres du gouvernement. Mais
l'article 99 de la Constitution est critiquable, en fait, si vous les confrontez au droit français et béninoise, notamment. Pourquoi? Dans cet article 99, la déclaration qui est faite au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour ne contrôle pas la déclaration. Malheureusement. Non. La Cour reçoit la déclaration et il transmet la déclaration Au fisc. Au fisc, à la Direction générale des impôts. Là, on vise si le fisc peut déceler des cas des infractions de fraude fiscale. Mais le fisc n'est pas le seul endroit approprié. Il faudrait que cette déclaration soit transmise, par exemple, au niveau d'un organe outillé comme la Cour des comptes pour contrôler la déclaration. Deuxièmement, pourtant, ce n'est pas l'émission qu'on a assignée à la Cour des comptes, qui généralement est censée, gérer que le mandataire et non les ministres et les membres du gouvernement. Non, je vais arriver parce que la question financière, c'est une question qui est maîtrisée par la Cour des comptes. Et si vous lisez l'article, je crois, l'article 36 de la loi organique de 2018 sur la Cour des comptes, il est clairement disposé que la Cour des comptes est experte du gouvernement ou des pouvoirs publics en matière de finances publiques. Oui. Alors, cette déclaration de l'article 99 pose un deuxième problème, c'est la question des nombres d'assujettis. On exclut le directeur général des services publics, oui, le directeur des services publics, des entreprises publiques. Les ministres. Non, les ministres, les membres du gouvernement sont là. Dans l'article 99. Oui, non, ok, dans la Constitution, vous parlez. La Constitution. Moi, j'étais dans la Cour des comptes. Okay. Non, non. Revenons sur la Constitution. Sur la Constitution. La déclaration qui est faite au niveau de la Cour constitutionnelle exclut certaines catégories des agents publics. Mandataires publics. Les mandataires publics, oui, actifs ou non actifs, soient également exclus de l'obligation. Le président de l'Assemblée nationale, les chefs des corps. Le président de l'Assemblée nationale, les chefs des corps, au niveau de l'armée, de la police. Tous sont exclus, en tout cas. Les membres de la CENI, les parlementaires, tous sont exclus. Mais comment renouer la confiance entre les citoyens et les gestionnaires publics si les patrimoines des gestionnaires publics, ceux qui exercent un mandat électif ou un mandat nominatif, ne sont pas contrôlés? Et en France, même cette déclaration est rendue publique. Cette disposition pose un problème parce que si vous prenez l'article 1er du décret de 2002 sur le code de bonne conduite des agents publics, on cite les agents publics, il y a le président de la République, on reprend tout le monde. Exactement. Et il y a même les députés nationaux, il est un agent public aussi. Un agent public, c'est toute personne qui exerce une activité rémunérée par l'État au terme de l'article 1er de ce code de bonne conduite. Donc là, c'est discriminatoire, donc on exclut certains agents, alors qu'ils peuvent s'enrichir. Mais pas ils peuvent, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Parce que vous ne savez pas le contrôler, très cher maître. Exactement. Mais parce que vous êtes en train de parler de la France. Et continuer la logique de la France et au Bénin. Comment eux, ils disposent la question? Oui, les pour renforcer la probité, bien évidemment. Oui, oui, les Bénins, c'est un peu comme nous. La constitution béninoise ne prenait en charge que le président, les premiers ministres et les membres du gouvernement. Mais ils se sont rendus compte qu'il faut étendre la question, le nombre d'assujettis. Et ils ont pris une loi de 2011 portant lutte contre la corruption. Et c'est cette loi qui fait une énumération qui vient en complément de leur constitution. Et donc là, on cite toutes les autres catégories des agents publics qui sont également tenus de l'obligation de déclaration et de contrôle. Et pourquoi on n'ajouterait pas président de la République? En fait, même pas président de la République. Pourquoi on ne dirait tout simplement pas tout agent public de l'État doit faire une déclaration avant et puis après. Comme ça, on sait contrôler, bien évidemment. La déclaration avant, pendant et après. Oui. Parce qu'il faut contrôler la variation du patrimoine des membres qui font des débiteurs de l'obligation déclarative. Parce qu'il ne s'agit pas seulement pour l'organe qui reçoit d'être passif. Oui. L'organe doit être actif pour contrôler. Parce qu'il doit confronter les déclarations, les pièces lui fournies par d'autres éléments. Mais je pense que nous pouvons faire comme les Bénins, prendre une autre loi, mais cette fois-là, pour ces catégories d'agents publics, la déclaration peut être faite devant un autre organe. Parce qu'il est question de l'impératif de la transparence de la gestion publique.
si les citoyens ne se sentent pas qu'il y a une certaine probité ou une transparence de la gestion publique, il n'y aura pas de confiance. Il faut renouer la confiance, notamment par commencer par optimiser cette question des déclarations. Mais dans notre Constitution, on ne prend en compte que la déclaration du patrimoine, mais également la question d'intérêt. Il peut y avoir conflit d'intérêt. Alors, avant d'arriver à la question d'intérêt, je voudrais que l'on revienne, qu'on rentre un peu sur la question. Même la Constitution, non seulement qu'elle souffre, parce que je partage votre point de vue, non seulement qu'elle souffre de problèmes congénitaux, mais il y a aussi un problème d'entretien du désordre. Parce que beaucoup de ministres n'ont pas déclaré leur patrimoine, même le peu qu'on leur demande. Beaucoup n'ont même pas déclaré, et personne, ça n'offusque personne. Alors que l'article 99 prévoit la sanction. Et bien évidemment. Ils sont réputés démissionnaires. Mais il y a aussi une autre question, c'est l'article 99 ne prévoit pas la sanction en cas de dissimulation du patrimoine. Par exemple. Je peux dissimuler mon patrimoine. C'est possible. Ou aujourd'hui, avec la loi de 2016 modifiant la loi sur portant code de la famille, il est instauré ce qu'on appelle le principe de la mutabilité du régime matrimonial. Avant, le régime matrimonial ne pouvait pas être modifié. Maintenant, les époux peuvent modifier une fois leur régime matrimonial au cours de vie conjugale. C'est-à-dire que on va donner un exemple. Monsieur Madoukou, vous êtes marié à une très belle dame, par exemple, et avant que vous n'ayez des charges, vous êtes dans une communauté universelle de biens, mais une fois que vous assumez des fonctions politiques, vous commencez à vous changer les régimes, et tous vos biens que vous achetez, vous les transférez à votre conjoint, comme pour dire que vous n'avez rien acquis, mais c'est plutôt votre conjoint. C'est ce qu'on appelle des donations déguisées. Oui. Et ça, c'est une manière de dissimuler le patrimoine. Bon, c'est vrai que l'article 99 dit qu'on contrôle également le patrimoine des époux. Des époux, des enfants. Des enfants, ainsi de suite. Oui, mais si c'est l'air bien propre, on va aboutir à conclure que c'est l'air bien propre. Est-ce qu'on ne se posera pas la question d'où ils ont gagné, ou où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Mais c'est ça maintenant le problème. À l'état actuel du droit positif, la Cour constitutionnelle est passive. J'ai dit qu'en cette matière, elle exerce une compétence gracieuse. C'est-à-dire qu'elle ne se comporte pas vraiment comme, je dirais... Comme une gendarme, même non, plutôt... non, pas comme en matière contentieuse. C'est passif, reçoit, c'est juste une simple formalité maintenant. Ce qui est sanctionné dans la Constitution, c'est le non-accomplissement de cette formalité. Mais si d'autres questions, le fond, les contenus, la Cour, la Constitution est mutuiste. Et donc vous pensez qu'avec dans cet état des choses, c'est pas possible de construire la confiance? C'est pas possible. Parce que les citoyens doivent savoir la variation du patrimoine de leur gestionnaire. C'est un impératif. Parce que quand vous êtes, il faut le dire, vous êtes chômeur, vous n'avez pas un travail, mais une fois que vous êtes nommé ministre, vous achetez des maisons, vous achetez des véhicules, vous en avez maintenant 2, 3, 4 femmes, toutes sont dans des véhicules haut de gamme, mais vous ne pouvez pas poser des questions de comment ils ont fait pour gagner ces choses-là. C'est-à-dire que l'état de mon patrimoine, avant, pendant et après, personne n'est informé de cela, on ne sait pas. Qu'est-ce que j'avais avant, qu'est-ce que j'ai acquis. Vous savez qu'au Bénin, par exemple, il est interdit aux membres du gouvernement et même aux membres du président, du cabinet du président de la République, qui sont assimilés aux membres du gouvernement dans leur système. C'est un arrêt des principes du Conseil constitutionnel béninois, d'acquérir des biens. Ils ne peuvent l'acquérir que sur autorisation expresse du Conseil constitutionnel. Et à l'époque, le président Boni Yahi, l'ancien président qui a précédé Patrice Talon, voulait acquérir une villa. Mais il avait omis d'obtenir l'autorisation du Conseil constitutionnel. Le Conseil avait annulé l'acte de vente. L'acte de vente. Mais parce que c'est un impératif. Parce qu'ils ne sont pas trop sévères finalement. Ils sont trop sévères parce que c'est l'impératif de probité. Je pense qu'il faut qu'on quitte la dimension répressive pour aller vraiment dans la dimension préventive. Et c'est ça que je veux. Et la dimension préventive, il faut le rappeler, Maître Madoukou, ça fait gagner beaucoup plus de temps à l'État, beaucoup plus d'argent à l'État, et ça épargne l'État de tomber dans les bêtises. Ça épargne l'État de tomber dans les bêtises, et ça rassure les citoyens que ceux qui sont devant, comme gestionnaires publics, gèrent
les fonds conformément au contrat social. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça va être trop sévère finalement? Non, mais un ministre, M. Madoukou, a un peu de moyens quand même. Tout à il fait. a un salaire. Pourquoi ne devrait-il pas acheter? Non, non, il n'est pas frappé de l'incapacité d'acheter. Seulement, il y a une formalité à accomplir. On doit contrôler. Ah, donc on doit savoir si on doit savoir, vous devez être autorisé à le faire. C'est un impératif de probité parce que quand vous exercez une mission de service public, vous ne pouvez pas vous enrichir en exerçant une mission de service public. Oui, comme Bago disait, si un politicien s'enrichit, c'est qu'il a volé. Non, pour vous enrichir, il faut soit exercer le commerce, être commerçant, être dans le secteur privé, ou être avocat d'affaires et consort. Mais on ne peut pas s'enrichir en exerçant une mission. On vous donne les moyens de vivre. C'est comme ça que si vous lisez la Constitution, on dit les députés a un émolument de nature à lui assurer la dignité de sa fonction. Mais pas pour vous enrichir. Ouais, pas l'enrichissement en tout cas. Pas l'enrichissement. Pas 120 millions de dollars par mois en tout cas. Non, 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 ça c'est une autre question. La question des salaires exorbitants, bon, ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Parce que cette question est importante aussi, pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas les gestionnaires publics dans de bonnes conditions, il sera tenté de détourner. Et la Constitution et les différents textes érigent un certain nombre d'incompatibilités. Vous savez que si vous êtes membre du gouvernement, il vous est interdit d'exercer le commerce, d'exercer des activités incompatibles. Comme vous les avocats, vous êtes interdit de faire le commerce. Tout à fait. Nous sommes dans une situation d'incompatibilité. Et là, justement, l'interdiction d'être dans une situation d'incompatibilité s'explique. Parce que si vous êtes en même temps ministre et vous êtes commerçant, il y aura conflit d'intérêts. Et c'est ça qui nous parle. C'est pourquoi il faut qu'on parle des intérêts maintenant. Alors, M. Madoukou, d'abord, il faut qu'on imagine, qu'on fasse cet exercice de savoir comment on va lutter contre les conflits d'intérêts. Puisque je suis, par exemple, promoteur des écoles privées. Mais je postule par rapport à mon parti politique pour être membre du gouvernement. Et de là, je vais aller être ministre de l'enseignement primaire. Vous avez par exemple quelqu'un qui est commerçant, qui a des carrés miniers. En fait, il est homme d'affaires, il est minier déjà de nature. Alors pour sécuriser ses affaires, il entre en politique et le voilà ministre des Mines. Ou vous avez quelqu'un qui a déjà, lui, des ambitions de faire une entreprise de transport, le voilà devenir ministre des Transports. Comment on fait pour lutter contre les conflits d'intérêts, pour justement garantir la probité des responsables qui gèrent l'État? Oui, la question est pertinente. La question des conflits d'intérêts en droit positif a des bases légales. Si vous prenez l'article 78 de la loi de 2010 portant Code des marchés publics, si vous prenez l'article 12 du décret de 2002 portant Code de bonne conduite des agents publics, on parle des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est une situation où en tant que gestionnaire public, vous intervenez dans la prise de décision concernant une personne, mais qui a des intérêts, dont vous êtes lié par des intérêts incompatibles à ceux de l'État. Donc vous êtes juge et partie en même temps. Vous êtes juge et partie en même temps. Et le conflit d'intérêts peut s'analyser de manière verticale, de manière horizontale. Je prends de manière horizontale. Si vous êtes en même temps député, vous êtes mandataire public, il peut y avoir conflit d'intérêt entre les fonctions publiques entre elles. Vous êtes député, vous êtes contrôleur, vous exercez un contrôle politique. Mais vous êtes mandataire aussi. Donc vous êtes contrôlable. Alors que vous ne pouvez pas être quand même... Est-ce que vous allez contrôler ou pas? C'est justement un conflit d'intérêt. Et puis de manière verticale, je suis directeur général, je suis autorité contractante en matière de commandes publiques ou de passation des marchés publics. Il y a un soumissionnaire qui arrive, mais dont nous sommes liés par des intérêts. Est-ce que je vais privilégier l'intérêt de l'entreprise ou mon intérêt personnel? Supposons que celui qui soumissionne, c'est ma société privée que j'avais. Donc, conflit d'intérêt. Pourtant, c'est ce qui a de temps en temps. Mais il faudrait en parler aussi, Maître Madoukou. Oui. C'est quoi la différence entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt? En fait, vous pouvez avoir un lien d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez un lien d'intérêt avec l'impétrant, la personne qui arrive. Mais si ce lien d'intérêt est conflictuel avec l'intérêt de l'État, il y a conflit en ce moment-là. Il y a conflit.
Et quand il y a conflit d'intérêts, chez nous, dans notre pays, on est dans une dimension répressive toujours. Parce que l'article 78 réprime cela par une peine d'amende allant de 250 millions à 50 millions de francs congolais. Les conflits d'intérêts. Mais on n'est pas dans la dimension préventive. En France, par exemple, les conflits d'intérêts également font l'objet des déclarations, comme les patrimoines. C'est pourquoi en droit français, on parle de la déclaration du patrimoine et d'intérêts. Quand vous devenez ministre, vous devez déclarer les intérêts que vous avez. Vous dites non, moi, tel, j'ai des participations, j'ai des écoles, comme vous avez dit, dans telle société. Et dans les secteurs miniers, je vais ouvrir une parenthèse, l'article 27 permet aujourd'hui aux militaires, aux membres, au niveau des agents de la sécurité, services de sécurité et autres, d'avoir des participations dans les titres miniers, dans les sociétés minières plutôt. Ils ne peuvent pas avoir des titres miniers comme tels, mais ils peuvent avoir des participations dans les sociétés minières. Et donc, il peut y avoir conflit d'intérêts comme ça. Vous devez les déclarer avant, pendant et après. Dans notre pays, on n'a pas vraiment de loi exhaustive sur les conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce que nous avons hérité cet état de la colonisation. Et vous savez que la Belgique a elle-même été colonisée à un certain moment par la France. Et au niveau de la France, ils ont une conception, à l'époque, ils avaient une conception transcendante de l'État. C'est-à-dire que l'intérêt général, dont l'État a le monopole d'exercice, prime sur l'intérêt particulier. Chez eux, il n'est pas possible, ou il n'était pas possible, que l'intérêt général puisse entrer en conflit avec l'intérêt particulier. Mais c'est avec l'évolution et avec les mutations que connaît l'État qui se sont rendus compte qu'effectivement, il y a des conflits d'intérêts. C'est aux États-Unis, la notion de conflit d'intérêts est plus née aux États-Unis, avec la pratique des lobbies, parce que là-bas, c'est l'intérêt privé qui est au sommet, qui prime. C'est deux systèmes totalement différents. Parce que la France a copié la lutte contre le conflit d'intérêts des États-Unis. Et c'est comme ça que chez eux aussi, ils luttent contre les conflits d'intérêts aujourd'hui. Pas une déclaration. Vous faites d'abord une déclaration, on identifie. Si vous vous rendez compte que les fonctions que vous voulez exercer, ou l'acte, ou la tâche que vous voulez accomplir, peut constituer un conflit avec les intérêts de l'État, vous avez une attitude à faire, vous signalez au chef hiérarchique. Donc si vous êtes par exemple... Vous vous abstenez de déposer l'acte. Alors, supposons, prenons un cas. Il y aura conflit. Prenons un cas. Voilà que je suis un grand fermier. Oui. J'ai 10-15 fermes personnelles. Oui. Est-ce que je peux être ministre de l'Agriculture? Est-ce que je peux être ministre de commerce extérieur ou commerce intérieur? Bref, est-ce que je peux assurer ou assumer des fonctions qui ont un trait ou un lien avec mon domaine de prédilection? L'article 12 du décret sur le Code des bonnes conduites des agents publics donne l'attitude que doit avoir l'agent public dans ces cas. Qui se trouve dans ces conditions-là. Qui se trouve dans ces conditions. Il doit s'abstenir de décider, par exemple, si sa ferme, par exemple, venait à demander un arrêté ou tout de suite, il peut s'abstenir, déposer des actes. Il peut, par exemple, s'il y a un vice-ministre, il peut lui déléguer. Hein? Il peut s'abstenir en tout cas de poser des actes et il doit informer l'autorité hiérarchique. Mais pourquoi ne pas l'empêcher d'avoir ces fonctions qui sont incompatibles, je veux pas incompatibles, mais qui sont en conflit direct avec ses intérêts privés? Oui. Parce que là, il y a une sorte de loyauté partagée. Je dois protéger mes affaires, mais je dois surtout protéger les affaires de l'État. Vous savez, quand vous arrivez à être ministre, vous ne pouvez plus continuer à exercer les affaires. Vous êtes dans une situation d'incompatibilité et moi qui suis juriste des affaires, il y a une formalité à accomplir, c'est que vous devez porter une mention modificative au RCCM qui est tenue par les guichets uniques pour dire que non, je ne suis plus. C'est maintenant quelqu'un d'autre. Maintenant, si cette société arrivait, l'attitude que vous devez avoir, c'est celle qui était dictée par l'article 12. Ah, d'accord. De poser des actes, prendre des distances vis-à-vis de cette société, s'abstenir de poser des actes de nature à favoriser cette société. Parce que, même dans les secteurs privés, aujourd'hui avec l'OADA, je vous informe, qu'on lutte contre les conflits d'intérêts. L'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique a introduit ce qu'on appelle
les conventions réglementées et les conventions interdites. Dans ces conventions réglementées par exemple, si je suis directeur général d'une société commerciale, d'une banque par exemple, il m'est interdit de contracter directement avec la société sans l'approbation de l'Assemblée générale. C'est pour éviter les conflits d'intérêts. Et si nous avons tous ces problèmes aussi de gestion au niveau des entreprises publiques, c'est parce que nous n'appliquons pas totalement aussi les règles de l'OHADA, qui ont des vertus en matière de gouvernance incroyables. Je suis directeur général d'une entreprise publique comme la Régie des eaux, la SNEL. Je ne peux pas contracter directement sans l'approbation de l'Assemblée générale. Et donc, comme ici, c'est l'État qui est l'actionnaire unique, sans l'accord de la ministre du portefeuille. Mais il y a par exemple l'article 12 que vous évoquiez tout à l'heure de ce petit livre magique. Oui. Il dit, en cas de conflit d'intérêts, l'agent public de l'État doit informer ses supérieurs hiérarchiques de l'existence d'un tel conflit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, éviter toute forme d'incompatibilité, mettre fin à la transaction ou à l'activité susceptible de donner lieu à un tel conflit ou de l'entraîner, renoncer, les cas échéants, à ses responsabilités d'agent public de l'État. Mais si cela ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe? Mais si cela ne se fait pas, tous les problèmes, c'est que nous n'avons pas, la loi ne donne pas de conséquences. Voilà. Il n'y a pas de conséquences dans ces cas. Mais c'est ça qui est triste parce que si j'ai cette loi donne juste l'attitude que vous devez avoir. Et c'est des recommandations, des déontologies que vous devez avoir. C'est le code de bonne conduite. C'est pas de la répression. Mais si on évolue un peu sur la question, faut-il instituer un autre organe ou plusieurs autres organes comme l'ANER par exemple, l'IGF, la Cour des comptes, un autre organe qui concerne les mines par exemple? Est-ce qu'il faut multiplier d'organes ou plutôt faire appliquer simplement les lois ou édicter d'autres ou sinon élaborer les autres et puis les promulguer? Les problèmes que nous avons, et vous savez que les chefs de l'État, nous avons la grâce d'avoir un chef de l'État, c'est comme ça que nous parlons de ces questions, parce que le chef de l'État est perméable sur la question de la transparence et de la probité. Nous devons profiter, comme nous avons un chef de l'État qui veut instaurer la transparence, à formuler ce genre de propositions. Ceci étant, je pense que les organes tels que l'IGF, je parlerai de l'IGF bientôt, de la Cour des comptes, c'est tout l'IGF qui fait un travail extraordinaire, mais je pense qu'il faut faire comme la France. Ce ne sera pas le mimétisme, mais on va adapter, de mettre en place ce qu'on appelle la haute autorité, et ils ont mis en place la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Mais ça fait quoi exactement cette institution comparativement aux autres? Cette institution, les autres sont là. Ils sont dans la dimension préventive d'une certaine manière, répressive, de rechercher les actes de détournement, de dénoncer les cas d'infraction, ainsi de suite. Mais la haute autorité pour la transparence de la vie publique est dans une dimension préventive. Elle reçoit les déclarations du patrimoine et d'intérêt de tous les agents publics, elle les examine, elle contrôle ces déclarations, elle les confronte aux pièces contraires et elle est assistée pour cela par le fisc qui peut donner des informations en matière de fraude fiscale, ainsi de suite. Mais elle a également un pouvoir d'injonction sur les débiteurs de l'obligation de déclaration. Au cas où vous ne déclarez pas, ou sur les remarques que vous obstinez dans des actes de mégestion et consorts, la haute autorité peut vous faire une injonction de cesser. Mais elle a également le pouvoir de saisir directement des organes juridictionnels. Les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Oui. C'est comme ça que... En cas de fraude, en cas de mensonge, en cas de dissimulation. Dissimulation, absence, omission des déclarations. Et c'est comme ça qu'en France, la haute autorité pour la transparence, elle a été instituée en 2013 à la suite de l'affaire Caïsac, qui était l'ancien ministre du budget de François Hollande au début de son quinquennat. On avait remarqué qu'il avait menti sur la fraude fiscale. Il avait menti à l'Assemblée nationale. Et ça, c'était un scandale en France. Les Français, ça ne pouvait pas passer. Comment un ministre du budget peut commettre une fraude fiscale? C'était terrible. Et les Français n'avaient plus confiance en François Hollande. Pour renouer la confiance, qu'est-ce qu'il fallait faire? François Hollande avait décidé de prendre une loi de 2013 sur la transparence de la vie publique et qui a permis également de mettre en place
cette haute autorité pour la transparence. Je pense que la superposition des organes de contrôle est une bonne chose parce que ça montre la nécessité d'assainissement de la vie publique. Et vous savez, en France, pas seulement pour les organes, mais ils ont plusieurs lois sur la transparence. Ils ont la loi de 88, là sur la transparence des financements des campagnes électorales. Chez eux, les montants des campagnes électorales sont plafonnés. Les codes des campagnes sont transmis pour contrôle. On doit vérifier que vous n'avez pas déplacé le plafond pour instaurer l'égalité des chances au niveau des campagnes parce qu'on a besoin des intelligences au niveau de l'Assemblée nationale. Pas seulement des gens qui ont l'argent, mais des gens qui sont intelligents mais qui n'ont pas moyen de battre campagne. La base. C'est comme ça qu'ils ont plafonné. Mais à contrepartie, ils bénéficient du financement public. Et chez nous aussi, notre loi sur les partis politiques prévoit cela, mais ce n'est pas comme ils en œuvre. Et puis, ils ont quitté la transparence financière dans la vie politique. Ils ont maintenant la transparence dans la vie publique à travers cette loi pour les gestionnaires publics qui déclarent. Mais ils ont aussi, à part cela, ils ont une loi de 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Ils ont la loi Sapin 2, toujours sur la transparence, la lutte contre la corruption et consorts. Ils ont la loi de 2016 sur la déontologie, droits et obligations du fonctionnaire. C'est-à-dire qu'ils ont tout un dispositif de lutte contre la corruption pour assainir la vie publique. Qu'il ne pense qu'il va facile d'ailleurs. Parce que c'est la prévention. Et ils n'attendent pas que vous commettez, non. Alors, mais parce qu'on va parler de cela. Même si vous ne l'avez pas commis, si vous avez omis la formalité, on vous sanctionne. Alors, mais les États-Unis étaient déjà en avance sur la question. Il y a beaucoup de pays aussi comme les Émirats Arabes Unis où ils ne blaguent jamais avec les questions d'argent, où vous déclarez même au plus petit stylo que vous avez de l'État, pour que même quand vous voulez partir, et chez eux c'est même bizarre, parce qu'avant même de partir, vous devez dire exactement ce que vous avez, parce qu'ils ne veulent pas entendre que 2 mois après la fin de tes fonctions, tu t'enrichis soudainement, ils veulent tout comprendre. Mais est-ce que cette mentalité-là, nous l'avons? Est-ce que nous sommes prédisposés, nous, au Congo aujourd'hui, à comprendre que nous devons, voilà, donc, non seulement que l'on va déclarer tout ce que nous avons, et nous allons bien nous comporter, puisqu'il est question, c'est de bien se comporter. Oui, mais vous savez, au Congo, ça commence déjà. Il y a, je vais parler comme François Host, il y a les premiers frémissements. Le chef de l'État a lancé cela avec l'inspection générale des finances. Parlons-en. Oui, l'inspection générale des finances. Vous savez que l'inspection générale des finances fait un travail extraordinaire de contrôle administratif des biens, des finances et des biens de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc c'est un organe d'audit supérieur, selon l'article 2 de l'ordonnance de 1984 créant l'IGF, l'inspection générale des finances. Et ces membres qui sont des inspecteurs, ils sont organisés sous forme d'un corps de métier qui font une carrière plane. Ils sont des officiers de police et judiciaire. Donc ils ont une expertise, ils sont outillés pour contrôler. Et ils contrôlent même la gestion publique. C'est-à-dire assurer que la gestion qui est mise en place, c'est une gestion qui permet la performance, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs, la qualité des biens, les prix pratiqués, les coûts. Et nous devons saluer pour cela les travaux qui s'est fait. Vous savez, par exemple, quand le gouvernement Sama Lukonde a été installé, il y a un conseiller financier. Ça ne s'est jamais fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il était allé d'un ministère retirer l'argent de la Banque centrale. Il a retiré l'argent, lui, conseiller financier, et il a amené. L'IGF intercepte cela. Et l'IGF fait la déclaration. Il interprète l'article 95 du décret. Parce qu'en matière de contrôle, l'IGF, en fait, est là aussi pour assurer l'application de la loi de 2011. C'est comme la Bible chez l'IGF, la loi de 2011 relative aux finances publiques. Les lois des finances, les décrets généraux sur la comptabilité publique de 2013. Et donc, l'article 95 du décret de 2013 dit ceci, que le comptable public est le seul responsable pour les opérations de trésorerie. Ça signifie que vous ne pouvez pas, même si vous êtes qui que ce soit, vous permettre de garder l'argent de l'État. Ça, c'est la responsabilité
du comptable. Du comptable, seul. Seul le comptable. Seul le comptable. Et l'IGF dit, c'est seul le comptable qui est habilité. Et pas un seul conseil fait financier. que vous avez touché cela, eh bien, c'est une tentative de détournement. Et aussi, si vous n'êtes pas comptable, vous touchez, vous êtes assimilé aux comptables. On les appelle des comptables de fait. Vous ne pouvez pas. Et c'est à travers l'inspection générale des finances que ces questions ont été mises à lumière. Pourtant, vous vous rappelez qu'il y a pas longtemps, c'est vrai, il y a longtemps, l'administration passée, Oui. la distance entre le ministère des Affaires étrangères Oui. et la banque, Oui. vous vous rappelez, Oui. l'argent s'est volatilisé puisque quelqu'un est allé prendre l'argent, il n'était pas comptable, il a pris l'argent. Et donc, en fait, voyez-vous la distance, la toute petite distance qu'il y a là, et le monsieur n'est jamais revenu. Donc jusqu'aujourd'hui, on l'attend au ministère, il n'est jamais arrivé. Mais c'est ça le problème, Ouais. c'est ça que l'IGF fait. Donc, il n'y a que les comptables. Et vous savez, la loi de 2011, malheureusement, cette loi n'est pas totalement appliquée. Quand elle sera totalement appliquée, vous verrez, par exemple, en matière de la chaîne des dépenses, le ministre des Finances ne sera plus ordonnateur général des dépenses. Chaque responsable d'institution Oui. va engager, va liquider, va ordonnancer. Et le paiement se fera par les comptables. Et à contrepartie de l'affaiblissement du pouvoir du ministre des Finances, on a donné aux comptables un pouvoir juridique de contrôle. Ils peuvent contrôler la régularité, la légalité de la dépense. Et les comptables maintenant ils relèvent donc du ministère des Finances. Les comptables relèvent du ministère des Finances maintenant. Et donc, on a renforcé le pouvoir. Ça veut dire, dans chaque ministère, chaque service qui bénéficie des concours financiers de l'État, on installe un comptable. Et là, c'est la loi des finances qui le dit. La loi sur les cette finances loi que j'ai ici, la loi, c'est pratiquement la Malheureusement. Bible de l'IGF. Pratiquement la Bible de l'IGF. C'est la Bible de l'IGF, c'est l'article La- 200, la- je la- peux me tromper. L'article m'échappe un Ouais, peu, moi petit aussi, peu je sur crois que les c'est- opérations de... Oui, ça viendra au cours de l'émission. ça viendra. Mais l'IGF n'a pas inventé ça, ça existait déjà. Ça existait avant. Mais il fallait c'est l'IGF l'impulsion. l'impulsion Ouais, il du fallait chef une de impulsion, l'État oui, qui justement. permet justement à Oui. l'IGF d'appliquer toutes ces dispositions. Ça n'existait pas avant. Et donc, nous avons l'avantage avec l'IGF. Mais seulement, j'aimerais juste qu'on corrige quelque chose qui est dans la loi sur les finances publiques. Mais ça n'a aucune incidence. Ça ne peut pas gêner aussi le fonctionnement de l'IGF. C'est l'article 122 de cette loi. Je pense que... L'article 122. Oui, je pense que... Alors, les missions de l'inspection générale des finances sont ordonnées selon un programme d'action annuel ou ponctuel approuvé par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Oui. Par l'inspecteur général des Oui, finances. on peut s'arrêter là. Ouais. Je pense que le législateur de 2011 n'avait pas fait attention parce que l'IGF a été créé, je crois, si j'ai une bonne mémoire, en 1984 par une ordonnance. Je sais pas, 87, je sais pas. Non, 84. Ok. Et on arrive en 2003, lors de sa création, l'IGF a été rattaché au ministère des Finances. En 2003, l'IGF sera rattaché au président de la République. En 2004, Ça elle revient sera encore replacée au ministère des Finances. Oui, des Finances. C'est en 2009 que l'IGF est replacé encore sous les contrôles du président jusqu'à aujourd'hui. Et cette loi date de 2011. Normalement, 2009 précède 2011. Il aurait fallu que les législateurs puissent regarder ces cas. Mais ce n'est pas grave, on peut corriger cela en élaguant cette disposition rapidement. Alors, Mais je ça sais, on n'a était en train de aucune parler de incidence. l'article 232, je me rappelle. Ça n'a aucune incidence parce que les actes des autorités, les actes administratifs bénéficient de la présomption de légalité et produisent leurs effets dans l'ordonnancement juridique. Très bien. Mais parce qu'on est en train de parler de l'article 232 qu'on cherchait, les dispositions de l'article 32, 37, 30, 74, 75, 145, 150 relatifs à la détermination des ressources et des charges budgétaires et des ressources des charges des trésoreries, des articles 83, 84, 182, 185 relatifs au dépôt de loi des finances, des édits budgétaires, des décisions budgétaires, des articles... Non, je crois que c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Bref, alors, maintenant, ici la grande question, c'est que l'IGF, il y a l'IGF, il y a aussi la Cour des comptes. Il y a ces grands débats pour le commun des mortels. Les détracteurs de l'IGF pensent que la Cour des comptes vient dépouiller l'IGF de sa mission.
Pourtant, ce n'est pas la question. Ils n'ont pas les mêmes assignations. Pas du tout. Et les autres pensent par contre que non, l'IGF va se sentir maintenant assez menacé par la question. Vous, en tant qu'expert de la question, vous pensez vraiment, quelle est la marque, quelle est la démarcation entre la Cour des comptes et l'IGF? Oui, mais Qu'est-ce que l'une fait que l'autre ne fait pas? vous avez exclu les contrôles politiques du Parlement, Oui, oui. qui est exercé conformément à l'article 100 de la Constitution. D'abord, c'est les contrôles politiques du Parlement qui priment. Et puis, vous avez la Cour des comptes. La Cour des comptes a des natures juridiques. Hein. On parle de dédoublement fonctionnel. Il est à la fois un service administratif spécialisé, il relève donc de l'Assemblée nationale, et il est également une juridiction spécialisée de l'ordre administratif. Une instance? Oui, une juridiction spécialisée. Quand on parle des juridictions spécialisées de l'ordre administratif, à part les ordres professionnels, il y a aussi, à part notamment les ordres professionnels, il y a aussi la Cour des comptes, en tant que juge des comptes des comptables publics. Et le contrôle juridictionnel de la Cour des comptes tient tout autre contrôle en État. C'est-à-dire, lorsque la Cour des comptes intervient, l'IGF n'intervient pas. Lorsque le Parlement intervient, la Cour des comptes n'intervient pas. C'est comme ça que l'inspecteur général des finances, sur la question RAM, disait, si l'IGF n'est pas intervenu sur la question, et il avait raison, c'est parce que le Parlement qui exerce un contrôle politique s'était saisi de la question. C'est ça justement la technicité. Le commun des mortels n'a pas compris ça. Pour le commun des mortels, l'IGF a fermé les yeux. Pourtant, l'IGF ne sait pas intervenir. Non, ne sait pas intervenir tant qu'un organe de contrôle supérieur s'est saisi de l'affaire. Mais il y a des affaires pour lesquelles l'IGF peut intervenir et que la Cour des comptes ne peut pas intervenir. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, c'est ce que je disais. Donc, ça veut dire que les contrôles judiciaires de la Cour des comptes priment sur les contrôles administratifs de l'inspection générale des finances. Et la Cour des comptes fait un contrôle budgétaire, il examine les pièces justificatives des recettes et des dépenses, et il y rend ce qu'on appelle un rapport sur la conformité des comptes individuels des comptables et les comptes généraux du Trésor. Il fait des observations qui sont annexées dans la loi des finances portant reddition des comptes. C'est la loi des finances par laquelle le gouvernement vient rendre compte de l'exécution du budget, de l'exercice budgétaire clos, et qui est présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances. Il y a par exemple... Oui, allez-y. Oui, à part ces contrôles budgétaires, l'inspection générale des finances fait un contrôle de gestion aussi. Il vérifie que la gestion, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Parce que la Cour des comptes est expert des pouvoirs publics. Alors, le Parlement qui contrôle la gestion, l'IGF doit évaluer les politiques publiques qui sont mises pour atteindre les objectifs. Et je me réjouis parce que maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, avec les nouveaux règlements, il y a une commission d'évaluation des politiques publiques. Et c'est la Cour des comptes qui est experte, qui vous donne des outils importants pour cela. Et il y a aussi les contrôles juridictionnels. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Et il peut émettre un avis de DB si les comptes sont mauvais, un avis de quitus si les comptes sont bons. Et voilà, donc les deux, parfois ils interviennent en matière de contrôle, mais seulement ce qu'il faut retenir, c'est que l'UGF ne fait pas un contrôle juridictionnel. Donc les deux ne font pas la même chose. L'UGF, bien que dans les champs de leur contrôle, ils peuvent intervenir sur les mêmes matières, mais la nature de leur contrôle est différente. Est différente. Parce qu'après, la Cour des comptes a des assujettis bien déterminés. Et que la Cour, que l'IGF aussi, et l'IGF a beaucoup plus des assujettis que la Cour des comptes, ce qui fait que, par exemple, sur un ministre, par exemple, la Cour des comptes, je ne pense pas que la Cour des comptes intervient sur une question d'un ministre, par exemple. Oui, la Cour des comptes peut intervenir avec la loi actuelle, de 2018, la loi organique de 2018, parce que la Cour des comptes a un pouvoir de gestion. Mais si vous lisez cette loi, c'est plus les responsables des entreprises et des organismes. Oui, justement. Parce qu'il y a beaucoup de choses... Ils peuvent être entendus mais pas au point de le mettre. Pas souvent, pas le ministre. Ce que l'IGF peut faire directement. Ce que l'IGF peut faire, oui, lorsqu'il arrive, il peut regarder des pièces justificatives. L'IGF peut même contrôler les entreprises privées qui sont subventionnées par l'État. Exact. Là où partout l'argent de l'État passe. Partout l'argent de l'État passe. Alors,
Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui avoir une autre loi pour une loi, je ne sais pas moi, pouvant permettre à assainir ce monde-là, ou vous pensez qu'avec les lois que nous avons déjà, il faut juste les appliquer, les faire appliquer? Il y a nécessité d'avoir une nouvelle loi? Il y a nécessité d'avoir une nouvelle loi. Vous voyez, tous les cas que je viens d'évoquer, ça nécessite de nouveaux. Vous savez, en France, en cette matin, je vous ai montré à quel point il y a une superposition des textes en matière de transparence, de lutte contre la corruption. Nous devons faire de même parce que c'est un impératif. Et c'est une vision du président de la République. Mais pour que cela soit mis en œuvre, il faut que nous puissions avoir tout un arsenal juridique qui permet justement... Que sur la transparence? Sur la transparence, sur la probité des gestionnaires publics. Est-ce qu'il n'y aura pas une interférence? Et le chef de l'État a mis en place, je crois, par une ordonnance de 2020, une agence nationale de lutte contre la corruption. Cette agence peut bénéficier aussi des dispositions législatives qui renforcent la corruption et peut s'inspirer de l'expérience de la France. Il n'y aura pas d'interférence? Non, il n'y aura pas interférence. Il y aura plutôt collaboration. L'organe de contrôle, par exemple, de la lutte contre la corruption en France, fait ce qu'on appelle il exige aux entreprises de faire ce qu'on appelle des compliance. Les entreprises ont des directions de conformité. C'est en matière de corruption. Ils mettent en place un code de bonne conduite pour lutter. Ils sont dans la dimension préventive. Un code de bonne conduite, ce code est intégré dans leur règlement d'entreprise qui est élaboré après avis justement du représentant des travailleurs. Et on met en place des dispositifs. L'obligation de former les travailleurs dans la lutte contre la corruption, de détailler les faits et les actes susceptibles d'exposer, n'est-ce pas, les agents à la corruption, active ou passive. C'est dans cette dimension que nous devons aller. Alors, comment se porte le pays? On va terminer. Comment se porte le pays aujourd'hui en matière de corruption, en matière de la bonne gouvernance, en matière de la transparence, et je vais même ajouter un élément, en matière de la redistribution de nos richesses? Oui, vous savez que les mal étaient profonds et nous avons quand même, je pense qu'il faut saluer l'effort que le président de la République fournit mais c'est un grand travail pour arriver à cette assainisation de la vie publique, de lutter contre la corruption. Il a mis en place une agence nationale de lutte contre la corruption, renforcer l'IGF en ce qui concerne les moyens humains, moyens juridiques et matériels pour parvenir à cet objectif. Les juges, j'ai appris que le président vient de nommer aussi les juges au niveau de la Cour des comptes. On venait de nommer. Oui, on venait de nommer. Maintenant, on attend leur effectivité. Ça fait 2-3 mois qu'ils ne travaillent. On ne voit pas jusque-là les... Non, je pense qu'ils vont travailler. Ils vont travailler. La gestion de l'État, ce n'est pas comme dans le secteur privé, les choses se font. Tout est planifié et ça va se faire. Je pense que c'est la volonté du président de la République qu'on arrive à ce niveau, qu'on arrive dans cette dimension. C'est comme ça que nous, on intervient en termes de propositions pour voir dans quelle mesure on peut apporter notre plus-value à cette politique, justement. Mais quelle est la loi qui conviendrait? Vous parlez d'un dispositif, on va dire. Dans tous les secteurs, vous en parlez très bien. Donc, on essaie de pouvoir essayer de remonter toutes les lois et pour voir comment on peut articuler ça pour que ça... Oui. C'est-à-dire adopter les nouvelles lois, modifier les lois existantes. Oui. Les renforcer, possible. Les renforcer, veiller que les organes qui luttent contre la corruption et autres puissent optimiser leur modalité d'intervention. Parce que vous savez, en France, par exemple, les animateurs des agents de lutte contre la corruption sont des juges. Bon, ils font carrière, mais bon, dans tous les cas, ça ne gêne pas que ce soit aussi des non-juges. Mais ils sont soumis à l'obligation de contrôle de moralité. Et leurs biens également sont déclarés. Parce qu'eux-mêmes doivent être exemplaires. Les observateurs doivent être observés quand même. Tout à fait, exactement. Vous mettez l'accent sur la prévention ou vous mettez l'accent sur la sanction? Je mets l'accent sur la prévention, sur la répression et la sanction. Les trois marchent ensemble, les trois sont cumulatives. Parce qu'après, moi je pense que la prévention est beaucoup plus importante parce que ça vous évite des cas, on va dire des cas irrécupérables. Mais la Cour des comptes
Généralement, elle fait des contrôles a priori ou alors a posteriori. Avec la nouvelle loi, la Cour des comptes peut faire un contrôle a priori, un contrôle concomitant. Est-ce qu'il peut faire un contrôle concomitant comme l'IGF? Parce que c'est l'IGF qui fait le contrôle concomitant. Oui, la Cour, lisez la loi organique, vous verrez, son pouvoir a été renforcé. Il contrôle la gestion maintenant. J'aimerais bien avoir cette loi pour avoir un peu l'idée de ce que c'est. Oui, mais il fait aussi un contrôle a posteriori lorsqu'il rend son rapport qui est annexé à la loi des finances, le projet de loi des finances portant reddition des comptes. Parce que ça va être très embêtant s'il n'a que le contrôle a priori et a posteriori. Après comme quelqu'un me faisait rire, le contrôle a posteriori, c'est juste un contrôle des papiers, un contrôle de documents. L'argent de l'État est déjà parti, les biens sont déjà dissimulés quelque part. Et là, vous êtes dans des procès qui, en principe, devraient être de projets. Oui, tout à fait. Mais c'est comme ça que nous disons qu'il faut impérativement renforcer la prévention, justement, à travers des contrôles a priori comme ça. La déclaration participe justement de cette nécessité d'avoir des contrôles a priori, que des contrôles concomitants et a posteriori. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Bien qu'on vient réprimer. Mais c'est déjà parti. Mais c'est déjà parti. Très parti. Et dans l'univers mental de l'homme congolais, quand quelqu'un devient responsable public, vous avez votre frère qui est nommé quelque part. Ah, on est dans la famille, tout le monde tourne chante. Comme on dit. Non, c'est pas ça. Pourtant, c'est la responsabilité. Il faut que la culture de la transparence s'installe à tous les niveaux. Et c'est l'héritage que nous allons léguer aux générations futures. Quand ils vont arriver, ils vont trouver tous les dispositifs installés. La culture de la transparence sera là. Et tout le monde va toucher l'argent de l'État avec une main tremblante. Oui. Au Botswana, par exemple, vous n'offrez pas à un agent public un montant qui dépasse 15 $ ou 20 $. Vous ne pouvez pas lui donner ça. Non, vous ne pouvez pas lui faire des offres pour qu'il vous rende un service. C'est de la corruption. Active ou passive. Mais chez nous, lorsqu'un ministre est nommé, mais si des cadeaux qu'on lui apporte. On l'appelle des présents à hauteur des véhicules, tout ça. J'ai une bonne mémoire, je crois que c'est l'article 47 du Code pénal livre 2. Le fait de recevoir des dons, des cadeaux, c'est constitutif de la corruption. Mais il faut faire appliquer ces lois-là. Et j'ai appris quand le chef d'État a été investi, il a refusé. Il a refusé l'argent, il a refusé les cadeaux, il a refusé des véhicules qu'on lui avait offerts. Il a refusé, il a refusé. Et il avait compris que c'est des choses, c'est de la corruption, il ne peut pas. On va dire un mot pour terminer, le mot sur la transparence électorale. Vous pensez qu'on peut renforcer la transparence électorale? Si oui, comment? Oui, si cette question, malheureusement, je regrette que la RDC n'ait pas toujours ratifié la charte africaine sur les élections, la bonne gouvernance, ainsi de suite. Mais je pense que la CENI est indépendante, parce que j'attends les gens à la cité dire que la CENI n'est pas indépendante. Non, il faut faire la différence entre l'indépendance et l'impartialité des membres. Sur le plan organique, la CENI est indépendante. C'est une autorité administrative indépendante qui bénéficie d'une indépendance financière, administrative. Il n'y a pas de contrôle administratif. Mais il est soumis au contrôle juridictionnel des juges, contrôle politique du Parlement aussi parce qu'il doit faire les rapports généraux, ainsi de suite. Mais la question de l'impartialité, maintenant, c'est individuel, ça c'est subjectif, c'est chaque membre. Et lorsqu'on élaborait la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, à l'époque, j'avais opiné pour dire que l'opposition ne doit pas seulement contrôler. Bon, c'est vrai qu'il faut contrôler qu'il y ait équilibre au niveau de la représentation. Ça, c'est bien aussi. C'est une garantie. C'est une garantie d'impartialité. Parce que lors de la délibération à l'Assemblée plénière, vous pouvez. Mais il faut plus veiller au niveau des modes de décision qui sont prises. C'est le mode de décision retenu dans la loi organique sur la CENI qui vous permet de savoir s'il y a transparence ou pas. Et le mode de décision doit être l'unanimité. Les décisions sont prises par consensus. Et si vous lisez effectivement la loi organique sur la CENI, vous verrez, il est clairement dit que les décisions sont prises par consensus. Par consensus. Sauf si le blocage persiste. Là, on passe au vote. Là, on passe au vote. Mais le principe, c'est le consensus. C'est le consensus. Oui, une marque de confiance, de transparence. Si cette question, la Cour africaine des droits de l'homme s'était prononcée à l'époque dans une affaire je crois, opposant, au niveau de la Côte d'Ivoire, opposant le gouvernement de la Côte d'Ivoire, la Commission nationale électorale de la Côte d'Ivoire et je crois l'opposition, qui disait qu'il n'était pas représenté de manière, il n'y avait pas une représentation symétrique
au niveau de l'organe électoral. La Cour africaine des droits de l'homme interprétant l'indépendance selon les manuels dans le dictionnaire du droit international public, si le plan organique qui dit l'organe est indépendante, mais si le plan de l'impartialité, il fallait que la représentation soit équilibrée. Ou si la représentation n'est pas équilibrée, que les décisions sont prises par consensus. Mais vous savez que la question de l'impartialité, c'est une question subjective. Je peux être là, mais pour des raisons personnelles, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut insister toujours sur la déontologie et l'éthique. Parce que l'éthique, la déontologie, la conscience professionnelle vous permet quand même de faire face à ces choses. Tout à fait. Nous n'avons pas trop de dispositifs, on n'insistait pas trop sur la déontologie, l'obligation de déontologie et d'éthique des responsables publics. Je peux être là, mais si une décision ne rencontre pas ou va à l'encontre de l'éthique, je vais faire, comme on dit au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la justice constitutionnelle, je peux faire dissidence tant que la décision prise par la majorité va à l'encontre. Il faut donc corriger beaucoup de ces choses. Mais si vous lisez la nouvelle loi organique aussi... C'est la nouvelle loi? Oui, on a renforcé la responsabilité pénale. Ils ont un régime spécifique maintenant des responsabilités pénales. Donc, je pense qu'on n'assistera plus aux dissidences? Aux actes de corruption et autres, des manques de transparence qu'on avait vus dans les élections ou qu'on a toujours l'habitude d'assister dans le passé. Cette fois-ci, il y a quand même des garanties. Bon, du moins théoriques. Espérons. Mais on espère que ça va... la volonté du souverain primaire, les suffrages exprimés dans les urnes seront respectés. Merci beaucoup, Maître Madoukou. Merci, Maître Madoukou Alpha. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit minier des affaires, oui. Et vous essayez de le faire. Vous êtes le produit de l'université je crois d'abord ici à Kin, et puis après de l'UPC d'abord. Et puis vous êtes allé, vous avez fait mon droit en fait, les droits de l'argent. Tout à fait. Et puis vous êtes allé à l'université de Nantes pour le master. Très bien. Merci beaucoup, Maître Madoukou. Ça a toujours été un grand honneur pour moi de te recevoir. Je crois que prochainement, on parlera maintenant de la sous-traitance. Il est important d'en parler, mais aussi, pourquoi ne pas parler de droits des autochtones? Droits du peuple autochtone. Bien sûr. Les autochtones, c'est quand même assez important. J'ai abordé cette question. On avait un TP en master sur les droits des peuples autochtones. Oui. Il y a beaucoup d'instruments internationaux. Il faudrait qu'on en parle. Et je pense qu'il y a aussi une loi dernièrement ici qui a été promulguée par le chef de l'État, protégeant les peuples autochtones. Oui, il faudrait qu'on en parle, parce que c'est très important. Et merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'était les chercheurs, avocats, Maître Alpha Madoukou, qui nous a fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Je vous retrouve très prochainement. Mais le plateau est ouvert pour tous scientifiques. Vous voyez ici, par exemple, on a cité les noms d'aucune autorité politique, puisque nous estimons que les débats comme ça sont très intéressants. Parce qu'il faudrait en parler, on a suffisamment parlé. Et si vous avez quelques éléments à ajouter, n'hésitez pas de nous envoyer ça, mais aussi les questions pertinentes, eh bien, nous allons les adresser à l'invité qui reviendra, bien évidemment, répondre à vos questions. Et si vous êtes intellectuel, vous voulez vous aussi passer ici, mais le plateau est ouvert. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.